Ok, donc salut YouTube, salut tout le monde, et Poppy, bonjour. Yop, bonjour à vous. Donc aujourd'hui, on va faire une interview de Poppy. Est-ce que déjà tu sais pourquoi est-ce que je compte t'interviewer? Ah, tu m'as donné une problématique globalement sur les débats, l'analyse argumentaire. euh, et Exact, globalement, enfin, après, tu as des projets personnels dans le fait d'interviewer. Donc voilà. Et exact. Ta manière de réfléchir m'intéresse, et comme une des problématiques principales que je soulève, c'est la manière dont on a, enfin l'épistémologie, la manière dont on a d'aborder les connaissances. C'est dans ce cadre que se situe la problématique. Problématique que j'ai donnée qui s'appelle la place de l'analyse argumentative dans la société, mais c'est un peu vaste comme sujet, donc on pourra ouais. préciser par la suite. Est-ce que tu peux te présenter comme tu veux, succinctement? Donc je vais essayer sur le pseudonyme de Poppy. On s'est rencontrés sur un serveur de Discord. Euh, je fais des débats, enfin, de manière un peu casual, pour le plaisir comme ça, en fonction des gens qui viennent et en fonction des intérêts. Je me suis beaucoup intéressé à la politique à partir de, je dirais, le début de mon entrée à la fac, début de mes années universitaires. À la base, ça m'intéressait pas du tout, puis je me suis un peu politisé, un peu dans le contexte des années genre 2015-2016. Voilà, j'ai fait pas mal de bords politiques, j'ai pas mal réfléchi à comment je fais pour procéder, on va dire épistémologiquement, pour obtenir enfin, des informations dans lesquelles je crois. J'ai pas vraiment de formation dans ce domaine-là. Je suis juste quelqu'un qui est intéressé par ça et voilà, qui a pas mal d'expérience dans le débat maintenant. Je prétends pas avoir une qualité académique particulière dans ce domaine-là, mais j'ai peut-être des choses intéressantes à dire là-dessus. Ok, donc qu'est-ce qui t'a intéressé dans la politique particulièrement? Pourquoi avoir passé du côté de la politique? Euh, Disons qu'à une époque, en fait, donc je rentrais en fac de psychologie et j'avais pas vraiment d'intérêt pour ça du tout à la base. Et c'est plutôt des gens qui étaient là-bas, qui étaient très intéressés en politique, qui m'ont juste incité moi à me politiser Hmm. très vite. Plutôt dans un bord politique très à gauche à l'époque. Et moi, j'étais, enfin, apolitique, donc j'en fais. Je pense que j'étais plutôt genre voilà, libéral dans le sens américain, libéral, enfin genre libéral culturellement, mais normal quoi. Enfin, je vois pas vraiment de juste. Enfin, je sais pas comment appeler ça, Ouais, mais non. Ouais, non, mais j'avais pas d'idéologie particulière. Et en fait, je me suis politisé plutôt à l'inverse de ça, un peu dans les trucs culturels basiques, style Jordan Peterson, Ben Shapiro, tout ça. hmm. Au fur et à mesure, en fait, je suis un peu dans une pipeline en fait idéologique là-dedans, sur YouTube. Qu'est-ce que tu Ce appelles une ce pipeline? que beaucoup de personnes a fait. Pipeline, j'appellerais ça genre un peu un, comment dire, une suite de vidéos, Un filon, genre? de Enfin, playlists, un filon, voilà, sur YouTube principalement et d'autres chaînes. ok. Enfin YouTube et d'autres médias, qui t'emmènent sur différents points idéologiques assez, tracés par l'algorithme, on va dire. Enfin, c'est pas il y a pas d'intention derrière ça, mais juste l'algorithme Hmm, pousse hmm. les gens qui sont plutôt proches à rester dans les trucs assez proches, donc ça reste un peu dans une bulle. Heu, je pense que c'est comme ça que je me suis politisé un peu à la base, Ok. heu, ce qui était pas une bonne manière de faire du tout, mais bon, j'avais 20 ans, je savais pas trop, On aura l'occasion d'en discuter, mais donc, dans un premier temps, est-ce qu'il y a vraiment une particularité chez toi qui me donne envie de t'interviewer? Est-ce que tu... J'imagine que tu sais de quoi il s'agit. je suppose que c'est un mélange entre ma peut-être une ressemblance qu'on a dans la manière dont on débat peut-être et l'approche épistémologique qu'on peut avoir. Heu, Ouais, je sais honnêtement, je sais pas, peut-être je sais pas trop honnêtement. non, mais c'est ça, c'est que tu Heu, as une approche très analytique, ce que j'appelle analytique, c'est-à-dire qu'il va falloir déconstruire tous les petits blocs pour pouvoir, entre guillemets, questionner chaque implication et voir ouais, si ces implications sont cohérentes. ça Et ouais, je suis d'accord. du coup, tu t'intéresses à la cohérence générale des propos. Voilà, c'est pour Ouais. ça que ça m'intéresse particulièrement. Ma question, du coup, déjà, vu que tu as quand même pas mal débattu, que ce soit sur Internet ou pas, comment est-ce que tu ressens le niveau général du débat? Ça, c'est dur à dire parce que le niveau général, enfin Ouais, comme en fonction de moi, ce que j'ai vu, de l'interprétation que j'en ai eu moi, j'ai vu une partie microscopique de entre guillemets «du niveau général». Je peux pas du tout évaluer le niveau ouais, je vois. général. Ah là encore, c'est une question, voilà, de par rapport à l'épistémologie, c'est il faudrait regarder genre des stats là-dessus, machin, mais genre j'ai pas de c'est dur d'avoir un avis général là-dessus. De mon vécu sur des Discords sur lesquels j'étais vite fait ou même des trucs enfin, en personne, c'est pas quelque chose qui intéresse la plupart des gens du tout. Les gens que ça intéresse, souvent il y a peut-être un peu des
je sais pas, on observe plusieurs catégories de personnes qui s'intéressent au débat, des gens qui sont à fond sur l'aspect rhétorique et très, sur l'éloquence, on va dire, et des gens qui sont plutôt, Mhm. à refuser d'appeler ça même du débat, ce que je peux comprendre, de vouloir plutôt les discussions et qui sont plus des types, on dirait, académiques, scientifiques, que je respecte plus personnellement parce que c'est pas, comment dire? Plus fact-based, on va dire. Mhm. Après il y a les 2 idéalement on veut pouvoir faire les 2 quand on s'intéresse au débat, à mes yeux, mais ouais, il y a plutôt 2 types de personnes là-dessus. C'est des gens qui sont un peu, voilà, beaucoup dans le débat, et des gens qui sont plutôt, enfin, en vrai, c'est assez dur de dire 2 types. Je sais pas trop honnêtement, c'est difficile de catégoriser. C'est quoi le but du débat selon toi? Pour moi, le but du débat, c'est, pour moi, le débat, c'est comment dire? C'est une pratique qui est qu'on peut distinguer genre de la discussion générale ou même de la discussion d'idées ou voilà, de la réflexion, en gros, pour moi, il y a vraiment une joute dans un débat. Il y a quand même dans le débat la possibilité de changer d'avis, de chercher la vérité et cetera, mais il y a quand même je vais pas dire jusqu'à un art, mais genre une confrontation d'idées, avec, enfin, dans quand même un esprit de joute, et moi, pour moi, un débat, ça peut pas vraiment se faire sans une audience quelque part. Mhm. Parce qu'il y a des outils que tu peux avoir avec une audience que tu peux pas avoir sans de discussion one on one. Par exemple, personnellement, je fais pas de débat du coup, en one on one. Pour moi, c'est plutôt propice à une discussion, plus posée, plus réfléchie sur, les arguments, les idées, tout ça, alors que le débat, tu arrives déjà avec certaines positions et tu veux les faire prévaloir. Il faut quand même que dans un débat, tu puisses changer d'avis parce que, enfin, voilà, sinon ça c'est de la mauvaise foi, enfin, c'est pas intéressant. Mais pour moi, le débat, il y a plus un exercice derrière ça Mhm. que simplement une discussion d'idées, quoi. D'accord. Alors, en épistémologie, dans certains secteurs, on va dire, il a été proposé des modèles entre ce qu'est le débat, ce qu'est la discussion. Et notamment un modèle que moi j'aime bien personnellement, enfin tu pourras me dire ce que tu en penses, mais c'est Ouais. le débat, c'est du 1v1 dans lequel les deux idéologies s'opposent et ça se passe de telle manière à ce qu'une personne présente son idéologie, l'autre la questionne et vérifie ainsi la cohérence des propos, puis on refait l'inverse avec l'idéologie de l'autre et une Ouais. tierce personne détermine en gros l'argumentation qui est la plus plausible. Un Voilà. arbitre? Un arbitre, oui, un arbitre. OK. Et dans la discussion, le modèle général, c'est plus qu'il n'y a pas de règles précises et que les intervenants suivent un peu ramènent les arguments les uns après les autres et interviennent à plus que à plus que deux personnes seulement. Et Ouais. c'est pas très dirigé, c'est pas vraiment un exercice rhétorique très précis, quoi. Ouais. Voilà. Mais je comprends. OK. Et c'est vrai que de manière générale, il y a plus l'idée selon laquelle la discussion, pardon, ça n'est pas forcément à but d'opposition, ni déterminer qu'est-ce que la vérité exacte, etc. C'est plutôt de l'échange Ouais. un peu qui mélange émotionnel, rationnel, etc. Ouais, pour moi, dans le débat, c'est l'idée, c'est que ce soit fun un peu aussi. C'est genre, quand même, tu as une confrontation, enfin, dans la joute, ça peut être fun. Il y a des gens qui aiment pas ça, des gens qui aiment bien Mhm, ça, mais enfin, pour moi, c'est l'intérêt aussi d'avoir, des gens qui écoutent, qui peuvent participer au fur et à mesure. Enfin, c'est un peu une arène, c'est fun. mhm, Mais faut juste pas faire ça uniquement pour la joute, et cetera, et perdre de vue la vérité derrière. C'est intéressant de chercher quelque chose qui démontre ses arguments et de trouver quelque chose de plus, comment dire, difficile à défaire, et idéalement, quand tu vas dans un débat, enfin, à mes yeux, tu présentes tes opinions avec le plus de manière la plus robuste possible, mhm, et même parfois, enfin, la hargne, c'est pas un bon terme, mais vraiment avec beaucoup d'entrain, on va dire, et idéalement, tu donnes tout, et que enfin, si les arguments qu'on te présente en face de toi sont quand même, voilà, tu vois bien que tu te fais démonter, à ce moment-là, tu changes d'avis, et là, mhm, tu as vraiment changé d'avis après avoir donné vraiment toutes les positions que tu pouvais, que tu avais, toutes tes armes, et dans ce cas-là, je trouve ça, agréable de changer d'avis à ce moment-là, en fait. C'est même, enfin, c'est pas désagréable de perdre quand entre guillemets de perdre du coup, mais c'est ça pour la joute. Tu perds ou tu gagnes un peu, mhm, mais quand tu perds, tu as changé d'avis idéalement parce que, enfin, voilà, tu as vraiment donné toutes tes armes et tous tes arguments, et là, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Alors que s'il y a une discussion, en fait, souvent avec des gens qui ont déjà une opinion assez forgée, dans une discussion simple, les gens vont exposer leur point de vue, et cetera, et on va pas vraiment aller jusqu'au bout, d'un changement d'avis, parce que quand on a des opinions vraiment fortes sur un truc, il faut vraiment, à mes yeux, donner tout pour se permettre de changer d'avis.
Sinon les gens, voilà, on fait la discussion, on dit: «Moi je respecte l'opinion de l'autre machin», alors que c'est complètement contradictoire, c'est bien de respecter, hein, mais on reste sur un enfin, d'accord de pas être d'accord entre guillemets. Parce que des fois ce que j'aime pas du tout même. D'accord. Est-ce que la place de la vérité dans les débats, elle est où selon toi? Est-ce que le but c'est de se rapprocher de la vérité? Est-ce que le but c'est juste de tester la cohérence des propos des uns des autres? Hem, c'est Est-ce une que question déjà il n'y a qu'une compliquée. seule vérité? Est-ce qu'il y a plusieurs vérités? Ouh là, ça c'est une question très compliquée. Je dis pour moi il y a quand il s'agit des faits du monde, enfin voilà, ce qu'observe la science, il y a une vérité vers laquelle on veut tendre et on la considère unique. On dit pas qu'on la détient nécessairement, mais enfin, on Mhm. part du principe qu'elle existe, Qu'elle est à mes yeux. unique. Voilà. Pour moi, l'état de fait d'une chose est enfin, je sais pas, je pense que c'est le cas, est unique et on tend vers ça. On peut pas arriver au même point où une personne dit: «Bah, écoute, ça c'est bleu et voilà le rayonnement, lumière du truc, c'est pas vraiment du bleu» et l'autre personne dit: «Bah non, en Mhm. fait c'est noir et j'ai vu ça enfin avec un microscope, enfin je sais pas, Bah, c'est un peu un un des truc pour les axiomes ondes là». de- Ouais, des c'est si mathématiques. tu on peut pas juste être d'accord que On peut pas oui, monter quelque chose et son contraire à la fois, c'est pas possible. ouais, oui voilà, plus simplement c'est ça, ouais. Est-ce que t'es familier avec la méthode scientifique? Jusqu'à un certain point, oui. Après je suis pas voilà, j'ai fait des études, qui ont inclus la méthodologie, des cours de méthodologie. J'ai fait de l'épistémologie moi-même, pas vraiment avec un cours d'épistémologie. Donc par rapport à quelqu'un qui a un master, un doctorat, qui a vraiment fait des études là-dedans, non. Hmm. Après beaucoup plus que voilà, personne lambda, je pense qui a pas fait d'études. Mais de manière générale, est-ce qu'il y a une sorte de méthode qui serait plus valable que les autres, selon toi? Pour, En général, oui, pour moi, oui. Pour moi, regarder voilà, vouloir prédire, si demain il va pleuvoir avec un jeu de cartes et regarder, les cartes qu'on tire plutôt que de faire de la météorologie, enfin communément comme on l'a fait scientifique, oui, il y a une meilleure méthode là-dedans. hmm. Toutes les méthodes se valent pas, ouais. D'accord, mais en fait, pour moi, c'est ça la méthode scientifique. En fait, c'est une méthode qui permet de ne jamais se tromper parce que tout ce qu'on dit est bayésien et soutenu par des statistiques probabilistes qui sont sourcées. Donc, théoriquement, si on fait bien les calculs, même si on se trompe, on pourra dire, bon, bah, en fait, on était juste en dehors de l'intervalle de confiance, mais on Mmh. a dit que c'était. Voilà. Et donc, ma question qui va avec ça, c'est la limitation de la méthode scientifique et de l'argumentation de manière très très analytique. C'est que je sais pas pour si tu remarques ça, mais en général, si les gens ont un niveau de débat relativement élevé, on va souvent en revenir à la question des présupposés, Ouais, à la question des définitions, à la question de tout ça. Et ouais. finalement, les deux parties vont rien apprendre de l'autre parce que elles ne sont pas d'accord juste sur les axiomes de base en fait. Il faudrait un exemple idéalement pour, regarder ça, mais je suis globalement d'accord avec ça. Souvent, on arrive sur des trucs de sémantique ou de présupposition en effet. Hem, Est-ce que c'est un problème selon toi? Pas nécessairement, si les la pre enfin, en fait, il faut un exemple, c'est compliqué sans exemple, mais, si, pour moi, si la manière dont on arrive à un après ça dépend si c'est un d'accord de pas être d'accord et les 2 personnes ont des présupposés Hmm. différents qui sont, juste basés En, sur, la question c'est comment ils sont basés leurs présupposés. En politique, c'est souvent le cas, parce que, on va dire, par exemple, je pense que l'importation, enfin, avoir une, comment dire, on pourrait prouver que, c'est vrai que c'est compliqué en vrai de trouver un exemple sur le tas, mais on pourrait prouver que comment dire, que l'économie protectionniste, c'est la meilleure Mmh. économie, mais au final, on présuppose quand même certaines réactions des États, Oui, tu présupposes des paramètres pour faire forcément. ton «claim» entre Ouais. guillemets, ouais. Et donc, à chaque fois, est-ce que c'est pas un problème qu'on en revienne à ces présupposés-là et qu'on dise finalement, bon bah voilà, si tu penses que ce présupposé est vrai, alors ta démonstration est vraie et en fait on sait pas quoi en tirer. Bah, tout dépend si la phrase que tu dis à la base, c'est: «Le protectionnisme est un modèle économique, meilleur de manière absolue». Ça Mhm. dépend si la phrase elle est dite absolue ou dans le contexte des présupposés. Si tu regardes dans le contexte des présupposés et que tu dis: «Bah, dans tel présupposé, c'est mieux» et que tu peux montrer que, bah, c'est mieux si tu as les présupposés, alors la question des présupposés, elle est plus fait pas partie du débat en question. Mhm. Parce que la personne peut te dire, Elle peut dire «C'est pas n'importe toujours quoi. bien» et tu vas dire: «Oui, parce que c'est bien quand il y a mes présupposés». Après si tu dis: «C'est bien de manière absolue», il faut que tes Mhm. présupposés, ils soient présents, absolument aussi, en fait. C'est Com- ça qui est plus compliqué.
Ma question c'est Euh, comment est-ce qu'on justifie les présupposés? Parce que si on part de présupposés, on peut partir de n'importe quoi et déterminer n'importe quoi. On pourrait dire absolument n'importe quoi. On peut dire oui, si les gens sont cons, alors on n'arrivera oui, pas oui, à oui, faire tu ça, peux, quoi. oui, si, en fonction de tes présupposés, tes prémices, ouais, tu peux faire ce que tu veux. Si c'est pour ça que quand des gens font des hypothétiques ou disent, bah, imagine que tu es tel truc, bah, tu peux dire oui, 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 aller jusqu'au bout de l'hypothétique bien barré, Oui. et à la fin, en fait, comment dire, à la fin de l'hypothétique, tu peux tout simplement dire, ok, mais ton hypothétique s'applique pas au réel parce que bah, ça colle pas au niveau des prémices, des présupposés, et puis ça servait à rien, en fait. Mais du coup, est-ce que la base Donc du idéalement, débat, tu veux les garder. elle se situe pas là-dedans? Elle se situe pas dans comment est-ce qu'on détermine à quel moment il faut croire en certains présupposés ou non? Parce que généralement, les gens se trompent peu sur leurs démonstrations, parce que c'est des démonstrations assez bas niveau en termes de difficulté de démonstration. Ça dépend. Après, moi, enfin, il y a beaucoup de gens qui se trompent quand même, je trouve. Hmm. Et comment dire, les présupposés, oui, enfin, c'est un problème aussi. Si on reste vraiment sur les présupposés, euh, pour moi, il faut se mettre d'accord sur eux au tout début. Mais genre, pour moi, il y a des méthodes pour arriver à ce que les présupposés soient justifiables ou non. Parce qu'il y a un Hmm. point où tu peux. Enfin, je dirais pas que c'est un truc pas accessible ou que c'est une partie du débat qui est un peu bloquée. Je pense qu'on peut aller jusqu'au présupposé et descendre plus bas. Après, ça devient un truc beaucoup plus large. Par exemple, si moi j'avais une croyance avant qu'il y avait beaucoup d'insécurité en France et qu'il y avait un grand sentiment d'insécurité, elle était basée sur une opinion que je m'étais faite un peu avec le temps, une part de radicalisation pendant un temps de ma politisation. Et j'ai changé d'avis là-dessus après avoir vu des stats là-dessus, mais c'est le présupposé que j'avais de cette insécurité-là construisait beaucoup de ma vision de ce qui se passait politiquement en France, de ce qui se passait euh, en Europe, etc. Et en fait, quand tu changes ce truc-là enfin, avec certains faits, voilà, tu refais tout ce que tu as fait après. Pour moi, c'est dur de trouver un présupposé qui n'est pas euh, challengeable. C'est là où il faut des exemples aussi, parce que je sais pas si je suis exactement sur ce que tu veux dire. Non, mais enfin, ça répond plus ou moins. On va revenir petit à petit, mais il y a dans le débat, ce qui m'intéresse aussi, du coup, par rapport à ces présupposés, c'est quel type de preuve est-ce que tu acceptes? Par exemple, on a eu un débat récemment, alors c'était pas avec toi, mais c'était Ouais. sur la. Est-ce que les femmes ont, Mhm. de manière innée, enfin, le problème, voilà, le problème du féminisme sur l'inné ou l'acquis des différences hommes-femmes, que ça soit à Ouais. niveau biologique ou pas, bah, il se base énormément sur des présupposés. Et la question, c'est comment est-ce Ouais. qu'on arrive à prouver ces présupposés? Et le cœur du débat qu'on avait eu sur ça, c'était d'essayer de prouver en quoi on pouvait déterminer que c'était inné ou non. Et finalement, les gens ne sont pas du tout d'accord sur la manière qu'on a de prouver que c'est déterminé ou pas. Et donc, Après, si question du nihilisme d'un trait, là c'est très compliqué parce que tu peux jamais vraiment. Enfin, aujourd'hui, dans tout ce qui est innéisme d'un trait biologique, enfin, je sais pas si c'est quoi ton opinion là-dessus, mais j'ai hmm, l'impression que on peut pas distinguer aujourd'hui du tout enfin, l'environnement dans lequel a été développé un trait génétique du trait génétique en lui-même, hein. Son expression et sa présence ou pas. alors moi je suis pas d'accord avec Donc il y a ça. jamais. Pour moi, c'est le Ok. principe de l'évaluation par corrélation. On détermine que certains éléments sont suffisamment corrélés à notre avis pour. Mais enfin, encore une fois, c'est des présupposés. Mais le problème, c'est que il existe toujours des présupposés initiaux. Et la question, c'est justement comment est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord sur ces présupposés initiaux. Et donc, par exemple, je vais prendre l'exemple pour le cas de l'inné. Donc, on dit par exemple les chimpanzés nous ressemblent suffisamment pour étudier le cas des chimpanzés et en tirer des conclusions sur l'humain. Mais Ouais. est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Comment est-ce que. Enfin, c'est compliqué de se mettre d'accord sur Non, ce c'est genre de partiellement choses. arbitraire. C'est comme, enfin, il y a beaucoup de choses au niveau même des stats dans lesquelles on définit que c'est suffisamment précis ou pas. Pour ça, pour le chimpanzé, je pense que ça va dépendre de, comment dire, dans la pratique, est-ce qu'on a testé certains médicaments, certaines substances sur eux, ils réagissent comme nous? Est-ce qu'on regarde certains D'accord. traits psychologiques, physiologiques, est-ce qu'ils réagissent comme nous? On va regarder beaucoup de similitudes avant de déterminer ça. Je pense que c'est pareil pour les rats. Quand on teste sur les rats beaucoup de médicaments, c'est parce qu'ils ont des réactions biologiques, physiologiques suffisamment similaires pour pouvoir faire des conclusions sur nous partiellement, parce qu'après, il faut toujours faire des études sur les humains aussi, mais D'accord. je pense on vient à accepter ça en fonction comment dire? Après, je suis pas spécialiste là-dedans du tout, donc je t'avoue, je t'emmerde beaucoup Non, c'est pas là-dessus, grave, mais c'est pas c'est ce expert que je des suppose, hein, neurosciences. mais ouais. Ça m'amène sur une manière dont. Imaginons, enfin là, pour le coup, pour le cas du féminisme et des différences hommes-femmes, on va dire de manière générale, ça a clairement des impacts concrets sur la société. Par exemple, est-ce qu'il faut forcer les hommes et les femmes à se comporter de la même manière ou pas, par exemple?
souvent l'argument principal qui est avancé, c'est qu'on dit si c'est acquis, alors il vaut mieux aller contre cette construction environnementale. Si elle est néfaste, oui. Si elle est néfaste, effectivement. Mais on part du principe, dans beaucoup de cas, que c'est assez néfaste. Bon. Euh, Peut-être, il y en a, oui. Et ma question, c'est, il est très compliqué de prouver de manière neuroscientifique euh, si c'est vrai ou pas, cette question-là. C'est ce qu'on fait par extrapolation, mais forcément c'est des extrapolations, donc on peut considérer qu'en gros, il nous manque des facteurs qui vont nous prouver qu'on prouve quelque chose de faux. Et donc, comment est-ce qu'on sait à quel moment on doit on doit changer notre impact concret? Parce que là, par exemple, pour cette question-là, on ne Ouais. sait pas. Et donc, comment est-ce qu'on devrait agir si on ne sait pas la réponse à cette question-là? J'ai pas compris. Comment est-ce qu'on En fait, sait quand est-ce qu'il faut changer notre impact concret? Comment ouais, ça? en fait, on ne sait pas déterminer si c'est inné ou acquis. Pourtant, en partant du principe que c'est néfaste, si c'est acquis, alors on voudra le changer. Si c'est inné, alors on dira bon Oui, bah voilà c'est inné, c'est problématique. ok, je vois ce que tu veux dire. Donc la question c'est dans la réalité comment est-ce à quel moment est-ce qu'on est d'accord pour dire on va considérer que c'est l'un ou on va considérer que c'est l'autre et faire en sorte de changer ça. Le problème, c'est qu'il y a plein de traits qui, si on les considérait innés aujourd'hui, changeraient massivement la société et comment est-ce qu'on l'aborde. S'il y a beaucoup de différences hommes-femmes qui sont innées, inchangeantes dans le temps, ça pose des gros problèmes. C'est genre, si tu dis que par exemple, c'est un comportement, et donc ça c'est Wikipédia, c'est ce que j'avais mis l'autre Mhm, fois sur les mhm, différences émotivité hommes-femmes, etc. Si on avait un article ou un scientifique qui montrait que de manière innée, c'est inchangeable des différences d'assertivité homme-femme et du coup dans le travail ça peut créer des choses complexes par exemple pour le demander des augmentations de salaire, demander avoir plus de place, plus d'écoute, ça changerait des politiques par rapport au fait comment dire de vouloir comment on appelle ça empower les femmes dans le travail. mhm, Donc en fait le problème c'est que genre pour moi enfin, là, le problème c'est genre là du coup on prend un présupposé qu'il y a des choses qui ne pourraient être qu'innées dans le domaine psychologique là-dessus. Pour moi c'est très compliqué de de... enfin, je veux pas faire un instrument là-dessus mais genre Non, non, comment non, dire bien sûr. c'est même si tu pouvais isoler les environnements dans lesquels se développent certains gènes et dire ok donc dans certains environnements on peut montrer que c'est uniquement génétique parce que dans tous les environnements ils se développent. Mhm, Dans la pratique, ça n'a pas été fait, il me semble. Il y a vraiment, non. enfin, dans tout ce qui est domaine psychologique, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais réussi à isoler, par exemple, qu'est-ce qui faisait qu'une personne pouvait grandir et être plus timide qu'une autre. On peut pas te dire le gène Z2AB Mhm, quand il est en lien avec l'autre gène Z3 machin là. mhm, Quand c'est élevé enfin, tant de temps, ça donne ça quoi. On n'a pas du tout le niveau de compétence pour ça. Donc en fait, avant de pouvoir juger qu'un trait est acquis, enfin est mhm, uniquement inné et donc pas nécessaire qui n'est donc pas nécessaire de décider de l'influencer en société. mhm, On a des progrès massifs à faire en génétique, en analytique, en biologie, en psychologie à mes yeux. mhm, Et aujourd'hui, si en fait, il y a beaucoup de gens qui vont dire, comment dire, un peu du coup idéologiquement, ça c'est inné. Donc pourquoi est-ce qu'on dépense des ressources à essayer de le changer, à essayer de le bouger idéologiquement avec des mouvements comme le féminisme en société? Je pense que c'est comment dire? Je pense pas que c'est en accord avec, l'état de l'art qu'on a aujourd'hui, en fait. Pour moi, on mhm, a on a déjà enfin, ouais, je sais pas. Ma croyance personnelle là-dessus, donc je sais que c'est une croyance, c'est que mhm, il y a plein de choses qui peuvent être changées sur le comportement genré, et qu'on a déjà changé plein, en fait. Et depuis genre 10-20 ans, il y a plein de choses qui changent beaucoup dans quasiment tous les domaines, heu, liés, du coup, au genre et je sais pas, en fait, il faudrait m'en citer certains qui bougent pas, hem et là, il faut regarder ceux-là, je sais pas, mais mhm. Ok. Du coup, pour moi, ce problème-là, en fait, ça revient un peu au problème de la p-value ouais, et la question de l'arbitraire dans les décisions. ouais. C'est-à-dire Je que, pensais à ça tout à l'heure, je suis ouais, d'accord avec ça. voilà. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on sait qu'on décide une décision avec un intervalle de confiance de 95%, sachant qu'en plus, pour déterminer la p-value, il faut avoir une idée de la réalité des faits. Ouais, Et ça, c'est compliqué. Et donc, du coup, on prend des décisions qui sont totalement arbitraires, en réalité. Et on totalement, j'irai estime. pas jusque-là. Enfin, on est. Ouais, non, pardon. Qui sont très partiellement arbitraires et dans lesquelles on estime qu'un pourcentage de croyance
suffisant comme étant Ouais. l'exemple voilà. Donc, de manière arbitraire, dans la méthode scientifique, en général, on choisit 5%. Ça dépend du nombre Pour de la patients, psycho etc. et certains de ces domaines-là, pas pour d'autres domaines. Exactement. Pas, exactement. Plutôt pour les sciences sociales, biologiques, etc. Dites-moi, ouais. Voilà. Enfin, Et pas biologie, ça dépend, hein. enfin, biologique dans le sens de médical, voilà. Médical. Ouais. Et cette question-là, c'est est-ce que 5% c'est bien? Est-ce qu'on pourrait pas dire, bah voilà, 70%, si on est presque sûr que que c'est pas hasardeux à 70% des cas, est-ce que c'est pas déjà suffisant pour prendre des décisions? Honnêtement, je pense qu'il y a même pas de bonne réponse à ça. En fait, 95%, ça paraît, comment dire? Enfin, en fait, il faut ramener ça à d'autres chiffres. C'est genre, Mhm, quand tu prends un groupe de personnes et que tu dis: «Bah, voilà, on sait avec 5% de risque de se tromper, que tel comportement en groupe se produit pour telle raison». mhm, Bah, tu auras genre, selon ces stats-là, un groupe sur 20 ou un groupe sur, enfin, il me semble que c'est un groupe sur 20, heu, où il y aura une erreur, il y aura le comportement qui aura pas été, prédit correctement. Après généralement, je il me semble en psychologie dans d'autres domaines comme ça, mhm, quand tu as une étude qui te met une p-value à 5 et que réellement on est à 5, on va chercher des confirmations, on va chercher à refaire des études là-dessus pour essayer d'identifier les paramètres qui font qu'il y a une part aussi il y a une part de variance comme ça, à aussi «importante» entre guillemets genre. Hem, pour moi ça invite à avoir plus d'études là-dessus. De toute façon, c'est ce que font à chaque fois les chercheurs, ils demandent plus mhm. d'études sur le même domaine. Oui, c'est vrai. Heu, mais de toute façon, enfin, la psycho, moi, c'est compliqué de défendre ça parce qu'il y avait vraiment des crises de reproductibilité pendant longtemps, en psychologie et c'est quelque chose de oui, de récurrent. C'est qu'on étudie des sujets qui ont énormément de paramètres conjoints, heu, Effectivement. comment dire ça? C'est des Qui facteurs noyés. s'influencent. Ouais, Oui, des facteurs noyés et donc ça rend la chose, très opaque, en fait. c'est le problème, Hem, effectivement. en fait, il faut ju la question, c'est de discerner ce qu'on étudie spécifiquement et de regarder, ouais, Tu comment vois, pour est-ce qu'on moi, étudie, chaque ça, truc, quoi. c'est une des limites justement de la méthode scientifique. C'est que, vu qu'on essaie de prouver absolument par le concret avec ce fameux, cette valeur de la significativité, on se limite. Parce que dans un cas où il y a énormément de facteurs confondants, peut-être que les explications qui partent de la cohérence, sans s'attacher tant à la p-value, ont plus d'importance, enfin prennent le rôle de l'importance sur la significativité des valeurs. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est-à-dire que Ouais. voilà, au plus on observe une, une- une confusion des facteurs, au plus je pense que les explications hypothétiques prennent de l'intérêt par rapport à la réelle démonstration qu'on a dans les valeurs. Parce Ouais. que au plus la variabilité de la reproduction, enfin au pire va être la reproduction des études, Ouais. voilà, alors que comment dire, que les, que les démonstrations, enfin logiques, sont plus intéressantes. Et d'ailleurs, si on accepte de se baser plus sur les démonstrations logiques, à mon avis, il y aura plus de chances que ce qu'on prouve, enfin qu'on prouve pardon par la suite la véracité, enfin surtout la vérité pardon de nos démonstrations. C'est-à-dire que si on reste sur le Ouais. problème de la p-value, en fait, on va avoir beaucoup d'études qui vont dire des choses différentes, alors que si on s'engouffre dans des logiques, enfin des logiques démonstratives, on va peut-être aller plus loin. Par exemple, c'est un peu le problème qu'il y a avec merde, l'orthèse, enfin pardon, les kinés et les ostéopathes, parce que Ouais. les ostéopathes, eux, ils ont choisi un peu de prendre cette voie-là, de dire bon bah voilà, on va plus se baser sur qu'est-ce qui paraît logique et voir ce qui en résulte. C'est un peu du reverse engineering, je trouve. Après, pour moi, c'est dangereux parce que le problème, enfin, pour moi, un indicateur plus direct de ça, c'est que quand tu as une étude avec une p-value, qui Mhm, frôle, voilà, les 5 et qui est à peine du coup recevable, mhm, on va poser la question de genre: «Est-ce qu'elle a été correctement menée déjà?» et aussi, est-ce que le sujet d'étude, il est pertinent et il est réellement pas trop diffus? Et mhm, il inclut pas trop de paramètres simultanément, finalement. mhm, Parce que la p-value, elle est réduite avec le nombre de participants, elle est réduite avec la taille de l'étude, elle est réduite avec la spécificité de ce que tu regardes et mhm, généralement, c'est un bon indicateur overall. C'est pour ça qu'on l'utilise. Après, quand tu as des choses où on frôle 5 à chaque fois, il faut regarder l'étude mhm, et parfois la remettre en question aussi. Généralement, enfin, les chercheurs, mais en psychologie, ils cherchent des choses qui sont beaucoup plus fines que ça, quoi. On a souvent quand même des significativités
à 1 ou à 1 pour Mhm. 1000 en psycho aussi. Après l'autre problème, c'est la taille d'effet qui arrive, c'est qu'il y a des tailles Mhm. d'effet assez basses, malgré une spécificité Mhm. assez grande qui montrent que voilà, ça pose des problèmes ailleurs. Pour moi, ignorer la voie de faire une étude et regarder sa significativité, ça pose d'autres problèmes parce que regarder juste entre guillemets «ce qui est logique», heu, bah, ça va varier en fonction des gens, ça va varier de ce que les gens enfin, va falloir c'est compliqué, enfin, c'est pas faudrait un exemple concret mais bon. Faut essayer de prendre en compte toutes les valeurs qu'on peut prendre en compte, non? Enfin, c'est un peu ça que tu veux dire, non? C'est-à-dire que la p-value n'est pas suffisante seule, mais il faut regarder la méthodologie dans son ensemble pour en tirer Ouais, une conclusion. enfin, moi généralement quand quelqu'un me dit après c'est peut-être pas ce que tu as voulu dire, mais peut-être que j'ai mal compris, mais genre, Mhm. quelqu'un me dit: «Bah, c'est trop arbitraire 5. La significativité, c'est pas un critère qui est suffisamment, reliable, enfin sur Ouais. lequel on peut compter. On devrait faire ce qui est logique. Quand des gens me disent ce qui est logique, ça c'est trop peu tangible, en fait. Quand c'est appliqué à une situation concrète, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être faites par la logique uniquement ou par des éléments, mais dans ce cas, ce sont des choses relativement simples. Il y a des choses où on ne sait pas, quelle influence a tel paramètre sur telle chose, c'est pour ça qu'on fait l'étude. On peut pas la déduire par la logique. On peut pas juste faire un truc où, bah, c'est logique, en fait, il y a tel impact. Hmm. Heu, pour ça, il vous faut un cas concret, mais, Hmm. En fait, bah voilà, je peux te donner un cas concret de ce problème-là. Imaginons une étude sur les acouphènes par hasard, ouais, dans lequel on a une significativité qui est faible, mais on a une hypothèse qui est relativement forte. Et par exemple, on peut avoir un problème d'hétérogénéité des données. C'est-à-dire qu'on ouais. pensait évaluer un groupe, et finalement on en évalue probablement plusieurs, mais on ne le sait pas, donc ça noie les facteurs ensemble. Donc on a une significativité qui est faible, et même une taille d'effet qui est relativement faible parce qu'elle est noyée aussi. Ouais. Pourtant, même si on divisait du coup la population, vu que en gros le facteur population est beaucoup plus important que le Mmh. fait que les facteurs en eux-mêmes soient noyés dans la significativité, c'est-à-dire que Ouais, si on redivise l'hétérogénéité, on aura quand même des significativés faibles. On va pas forcément gagner en d'accord. significativité parce que le nombre de patients diminue trop, entre guillemets. Donc, OK. ça, c'est un problème parce que ça veut dire qu'on ne pourra jamais réutiliser nos données pour reprouver ça. Donc, il faudrait refaire des études. Et ma question, dans l'épistémologie, il y a la question de l'optimisation. C'est-à-dire à quelle vitesse est-ce qu'on va vers le minimum. Je ne sais pas si tu es Ouais. familier avec les questions de l'optimisation, mais Heu, en général, juste pour faire je manque simple, de connaissances en maths honnêtement pour faire après ça, enfin, bah, non mais pour faire simple parce que c'est intéressant pour nos auditeurs. Enfin, voilà, c'est une question qui m'intéresse ouais. particulièrement l'optimisation. C'est si on a une espèce de matrice de la vérité et qu'on détermine que l'axe de la hauteur, si tu veux, c'est la vérité. Eh bien, on Ouais. va avoir certaines théories qui vont se rapprocher de la vérité, qui vont avoir des valeurs faibles dans la matrice, mais qui ne sont pas les valeurs les plus Mmh. faibles. C'est ce qu'on appelle des minimums locaux. Et Ouais. c'est des pièges, justement. C'est des pièges en optimisation Ça me va, ouais, je comprends. voilà, parce que tu restes bloqué dedans si tu l'évalues de manière locale. Ouais, Par tu contre, si perds tu... le truc plus Voilà, loin, exactement. Et donc dans l'épistémologie, moi, il y a une question qui m'intéresse particulièrement, c'est comment est-ce qu'on arrive à aller le plus vite possible vers le minimum global. Et donc si on considère qu'il faut absolument refaire des études pour valider les hypothèses, on peut rentrer dans une problématique de pas trop petit, si tu veux. C'est-à-dire qu'en gros, on va prendre beaucoup trop de précautions par rapport à la ouais. vitesse qu'on pourrait avoir. Et en réalité, la question de la précaution est intéressante, surtout dans le médical, parce que on peut considérer qu'il y a des risques. Mais peut-être que la précaution devrait varier en fonction des risques qui y sont associés. Ce que je veux dire, c'est que dans une étude pour les acouphènes qui n'a pas d'impact dans le traitement immédiat, peut-être que la Ouais. précaution devrait diminuer afin d'augmenter l'optimisation. Voilà, c'est la question que je Ouais, pose. tu veux dire pouvoir, en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 étapes dans ce que tu dis. C'est il y a l'étape de «créer l'hypothèse» entre guillemets «appropriée», parce que quand tu crées l'hypothèse, tu as le plus de enfin, quand tu as une meilleure hypothèse, tu as plus de chances d'arriver au niveau de ton axe que tu m'as donné avec les minimums Mhm, locaux, qui sont variés. Tu as plus de chances, si tu as la bonne hypothèse, de trouver l'endroit où le mhm, minimum local sera le minimum global, heu, en termes de précision. Mais ça, mhm, c'est l'étape avant, à mes yeux, de faire les études. Pour moi, enfin, peut-être que je boucle là-dessus, mais genre, mhm. j'ai l'impression que quand tu as une étude avec beaucoup de facteurs confondants, où c'est pas assez clair et que tu vois que tu as du mal à trouver quelque chose, peut-être que tu es dans un minimum local qui est pas le minimum global Mhm. et qu'il faut chercher une autre hypothèse. Mais pour moi, les 2 doivent marcher ensemble. D'accord, donc ça doit être Hem, antérieur au résultat obtenu. ouais, ou même quand tu as le résultat, tu peux dire: «OK, c'est que c'est pas la bonne hypothèse ou peut-être qu'on a Hmm. juste trop de facteurs confondants ou peut-être que juste, bah,
le résultat qu'on obtient, c'est bien celui-là, il est bien multifactoriel à ce point-là et réellement D'accord. il est difficile à prédire et Ok, je comprends. après honnêtement je je pense qu'il y a j'ai pas les connaissances en stats et en maths Oui, suffisamment, à un suffisamment bon niveau pour pouvoir, bien sûr. Non, c'est pour vraiment ça apporter qu'on beaucoup, on quoi. peut repartir un peu sur le côté politique, parce que là, c'est très très spécifique. C'est vrai que ça devient un peu un problème statistique, etc. Et au niveau politique, il y a quand même une question qui m'intéresse, que je repose par rapport à ce qu'on avait dit au début, mais c'est est-ce que tu trouves pas, je vais l'orienter à vite, mais est-ce que tu trouves pas que Ouais. le niveau de démonstration des gens est très faible aujourd'hui? La démonstration, comment ça? Bah, c'est-à-dire que les gens ne savent pas prouver ce qu'ils Ah oui d'accord, pensent. OK. OK, dans ce sens-là. Voilà. Heu, ouais. Après ça je sais pas si ça a varié dans le temps, mais Ouais. ça oui, bah, c'est Mais est-ce que c'est pas un problème, je veux dire? ah bah ça c'est un pro ah bah ça c'est sûr que c'est un problème. Ça c'est sûr que c'est un problème. Ça je pense de toute façon, moi mon opinion là-dessus, c'est que il devrait y avoir des cours idéalement d'épistémologie, Mhm. même dès le lycée en fait. C'est genre je sais pas pourquoi est-ce qu'on voit des philosophes et des textes, heu, avant même d'avoir eu des comment dire? Enfin, comment on appelle ça? Genre Une méthode? des cours sur l'épistémologie en fait, des cours Mhm. sur la méthode, pas forcément pour dire aux gens: «Bah, c'est comme ça qu'il faut faire», mais c'est comme ça que vous pouvez faire pour Mhm. obtenir une information et voilà pourquoi est-ce qu'on peut justifier que c'est une bonne méthode. Mhm. Voilà comment on justifie ce qu'on sait. Pour moi, c'est des bonnes fondations pour commencer à créer du savoir. Pour moi, ça devrait être dit très, très tôt en fait. Je sais peut-être même avant le lycée, je sais pas alors. C'est Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est particulièrement relié à la connaissance, ou qui est relié, par exemple, à l'intelligence propre des individus? Est-ce qu'on pourrait vraiment heu, éduquer les gens à bien défendre leurs idées, ou est-ce que fondamentalement les gens bêtes, vulgairement, trivialement, ne peuvent, ne pourront pas en fait non, je justement pense alors je pense vraiment pour le coup que c'est un truc qui s'apprend beaucoup. D'accord. Forcément de toute façon l'intelligence interagit avec tout, c'est Mhm. certain. Factoriel. Cependant, c'est vraiment quelque chose qu'on peut amener des gens à comment dire? Heu, oui, apprendre, connaître et à se justifier pour eux-mêmes de pourquoi est-ce qu'ils pensent ce qu'ils pensent en fait. Oui, avoir une méthode d'approche. C'est justement sur l'intérêt des méthodes, c'est que justement c'est un peu, brute force et tout con. Ce qui est compliqué avec les méthodes, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont là, pourquoi est-ce qu'on utilise ces méthodes-là, pourquoi est-ce qu'elles sont comment est-ce qu'elles sont justifiées surtout. Une fois que tu les as enfin, évidemment on ne veut pas les admettre, mais une fois que tu les comprends et que tu les acceptes, heu, là elles deviennent un peu, indépendantes de l'intelligence de la personne. Elles seront jamais complètement, mais genre, enfin, à un certain Je vois niveau, ce que tu beaucoup veux de dire. gens pourraient arriver à défaire certaines de leurs croyances et à dire: «Pourquoi est-ce que je crois ce que je crois? Comment est-ce que je justifie que je crois ce que je crois? Hem, Jusqu'où est-ce que je vais quand je regarde, cette croyance-là dans mes fondations personnelles? Et est-ce que je peux pas les questionner, en fait? Pourquoi est-ce que j'ai construit tout ça comme ça? Pourquoi je pensais ça comme ça?» Et si tu apprends aux gens tôt à faire ça, tu arrives pas avec des gens qui, à 40 ans, ont cru des trucs et ont eu des idéologies Hmm. extrêmement robustes et impossibles à défaire, quoi. Heu, Est-ce que tu c'est très penses, compliqué. enfin, en quelle proportion tu penses que cela provoque... Déjà, est-ce que tu es d'accord avec moi sur un point? Moi, je pense qu'on vit, enfin, on va vivre dans les années prochaines l'effondrement civilisationnel. C'est-à-dire que la civilisation, elle arrive en bout Hem, de course, et voilà, si les choses continuent telles qu'elles continuent aujourd'hui, la civilisation s'arrêtera probablement dans pas si longtemps que ça. Échelle de quelques générations alors, maximum. si les choses continuent comme elles sont aujourd'hui, Ou c'est-à-dire, on continue le libre bah, là, oui. marché, le Pour moi, c'est plus une capitalisme, question la environnementale, mais mondialisation. Oui, d'accord. pour Enfin, moi, c'est plus une question de enfin, si on continue comme on fait au niveau de l'environnement, là, c'est sûr qu'on va oui, tous cramer, ouais, c'est très bien. sûr. Mais Prenons l'environnement dans ce cas-là. Est-ce que tu penses que l'esprit critique, l'épistémologie, la remise en cause, le débat sont des outils fonctionnels pour provoquer des changements réels? oui, ça a été le cas, on l'a vu ces dernières décennies à mes yeux. Il y a des changements de comportement, de politique assez, massifs à cause de ça. C'est Dans le pas bon venu de sens nulle ou dans part. le mauvais Il y a eu sens? à la base des études scientifiques qui ont montré, ce qui se passait, environnementalement, on va dire, Mhm. qui ont amené à la prise de conscience d'un petit groupe de personnes, ensuite un plus gros groupe de personnes, ensuite une sensibilisation plus générale et maintenant c'est quasiment, partout. Il y a encore évidemment des gens qui sont un peu, heu, comment dire? Pas forcément, au jour de ça et de toute façon tout le monde ne l'est pas autant que les grands experts là-dedans, Mhm. mais ça a changé, on l'a vu en fait, on l'a vu se produire depuis quelques décennies. Heu
enfin oui, si on avait juste fermé, imaginons qu'on avait juste fermé les yeux là-dessus, qu'on avait juste Heu, eu aucun scientifique qui travaille là-dessus, pas de discussion là-dessus, pas de débat d'idées sur ça, bah, on continuerait juste, pareil, on serait en train de ravager, encore plus la planète, quoi, D'accord. Ok. Est-ce que toi, à mes tu yeux. travailles ton esprit critique de manière consciente ou Heu, inconsciente? pour moi, alors, je vais dire oui à ça, parce qu'à mes yeux, enfin, c'est compliqué de dire, ça dépend ce qu'on appelle travail, mais alors, est-ce que tu veux dire que je l'améliore constamment? Oui. Parce que pour moi, il y a des niveaux de, tu peux pas être, comment dire? Il y a un stade où quand tu as des croyances sur des choses, tu peux pas les remettre en question tout le temps, chaque minute, chaque heure, chaque jour de ta vie. Mhm. Constamment. Parce qu'il y a des choses où tu voilà, tu es obligé de fonctionner, d'avancer, de faire des choses, en fonction de ce que tu crois à l'instant T. Donc il y a différents seuils de croyances, de positions que j'ai, qui sont remises en question à différentes, fréquences, on va dire. Heu, c'est difficile de dire travail parce que pour moi, il y a un seuil où tu arrives à un point où si tu es suffisamment ouvert d'esprit, tu as des débats sur des sujets et on t'amène des arguments qui contredisent, ce que tu dis suffisamment bien. Pour moi, Mhm. tout ce qui est la seule chose qui est importante là-dessus à mes yeux, c'est que si tu as une information qui devrait, objectivement, c'est difficile à dire objectivement, mais genre défaire tes croyances, qu'elle soit défait. Pour moi, c'est tout ce qui importe. Mhm. Si tu en es à un point où quand tu as une information qui devrait t'amener à remettre en question ce que tu penses, tu remets en question ce que tu penses, c'est suffisant à mes yeux. D'accord. Donc c'est une question de seuil, Heu, c'est pas vraiment une question, il n'y a pas d'amélioration à l'infini. oui, parce que sinon tout ce que tu fais, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un dit: «Bah, je suis pas d'accord avec toi», tu commences à dire genre: «Ah merde, ça se trouve et j'ai complètement, pile ou face, tort ou raison là-dessus, en fait». Ouais, d'accord. Si l'extrême c'est ça, c'est pas souhaitable. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui remettent en question, plein de choses, et c'est pour ça qu'ils ont raison. Il y a des gens qui sont très obstinés dans leur vision du monde et qui ont pas forcément les arguments pour le légitimer et qui vont être très, comment dire? Persuasifs, et c'est le moment où il faut pas «changer d'avis» entre guillemets. Il faut attendre, les bonnes informations, les Mhm. arguments, pour changer d'avis. Donc l'esprit critique, il doit être, en soi, c'est l'esprit critique, c'est considéré comme comme un truc, positif, en absolu, donc mais pour moi, ça a pas beaucoup de sens, en soi. C'est juste pouvoir remettre en question ce que l'on pense et pouvoir analyser les informations, qu'on reçoit, de manière critique du coup, Ok, c'est ouais. intéressant. Et du coup, toi, à titre individuel, comment est-ce que tu... Alors, pas forcément l'esprit critique dans le sens de la capacité à remettre en question ce que tu penses, mais aussi la capacité Mmh. à démontrer ce que tu penses. D'accord, OK. Comment est-ce C'est que vrai que tu... c'est vrai que je Ouais. mets pas les choses dans le même panier Oui, souvent. Bah, si c'est pour la capacité à démontrer ce qu'on pense, en effet, là, pour le coup, ça s'améliore, enfin, j'ai pas vraiment d'effet de seuil là-dessus, à mes oui, yeux. ouais. Je pense pas qu'il y a un effet de seuil. Pour moi, il y a réellement, c'est ça qui est intéressant dans la rhétorique ou dans le débat en général, c'est il y a réellement des niveaux, toujours plus élevés qu'on peut atteindre dans la capacité à démontrer, heu, ce qu'on veut dire. Donc pour moi, ça passe par, enfin, je sais pas quelle était la question spécifiquement là-dessus. Bah, ma deuxième question, du coup, c'est comment est-ce que on améliore... Enfin, comment est-ce que toi, tu améliores ou comment est-ce qu'on devrait améliorer notre capacité à démontrer certaines choses? Parce que c'est Ah vrai que déjà par... pour moi c'est Ouais. c'est en c'est en pratiquant l'échange d'idées, ça c'est sûr. Mhm. Si tu passes pas ton temps à essayer de convaincre d'autres personnes ou apprendre à même être convaincu, quand tu as des informations qui est pertinente, bah, tu peux pas apprendre à t'améliorer là-dessus. Il faut échanger des idées avec des gens. Tu peux pas, devenir bon pour convaincre ou persuader quelqu'un si tu passes jamais de temps à faire ça, en fait. Donc pour moi, c'est le 1er facteur. Deuxième facteur, c'est bien connaître son sujet. Mhm. C'est tout con, hein, mais c'est connaître parfaitement son sujet le plus possible. Et donc là, connaître, bah, ça passe par l'épistémologie, comment est-ce que tu actionnes du savoir là-dessus? Comment est-ce que tu te renseignes? Donc sur quelle base tu te places pour, acquérir de la connaissance là-dessus? Si c'est des choses politiques, bah, tu lis beaucoup, beaucoup d'articles, que ce soit sur l'histoire ou sur, l'économie, les différents, courants, pourquoi, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Hem, Après une fois que imaginons que tu connais très bien ton sujet, tu débats fréquemment. Hem, Après il y a tout l'aspect rhétorique, mais ça c'est plus, c'est là pour le coup, si tu parles d'un quelque chose qui est compliqué à enfin comment dire? À apprendre avec une autre personne, ça la Mhm. rhétorique c'en est c'est un aspect pour le coup. Je pense que c'est compliqué d'avoir donner des cours de rhétorique ou je sais pas quoi, à des gens, c'est pas quelque chose
s'entraîne si facilement. Pour moi, les gens les plus convaincants, les plus, «aptes» entre guillemets, c'est des gens qui sont alors déjà suffisamment assertifs, en termes de personnalité, en termes d'éloquence, ça c'est un truc un peu indépendant de la rhétorique de débat et des gens qui du coup connaissent très bien leur sujet. Pour moi, si tu connais très bien ton Hmm. sujet, et vraiment très, très bien ton sujet, que tu es sûr de toi, que tu sais pourquoi tu crois les choses que tu sais, que tu crois, et que tu as quelqu'un qui vient te dire: «Ah non, je suis sûr que c'est pas ça, machin», tu vas être très confiant, heu, dans quoi dire pour, «contredire» entre guillemets. Hmm. Heu, pour moi, si ça ne vient pas à ce moment-là, alors que l'information est là dans ta tête, c'est qu'il y a un problème peut-être de confiance en soi, d'assertivité en général, et ça, c'est quelque chose qu'il faut voir avec un psychologue si c'est vraiment un gros problème. Hem, mais sinon juste s'entraîner à juste dire ce qu'on pense Hmm. plus souvent, ça aide beaucoup avec ça. Du coup, il y a quand même Heu, deux axes un peu, non? Il y a l'axe selon lequel tu arrives à te convaincre toi-même, à, genre, c'est-à-dire à la manière dont tu vas apprendre des connaissances, et ensuite ouais, l'axe de convaincre les autres de ces connaissances que tu as apprises. ouais, Et ça ça me va, une vision en 2 axes comme ça, ouais. Ouais, d'accord. Ça peut m'aller. Et Parce que donc, pour moi, si tu sais pourquoi tu sais ce que tu sais, mhm, tu seras convaincant. heu, tu pourras en fait, tu pourras expliquer aux gens comment tu en es venu à cette Hmm. position-là, très, 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 très en détail Hmm. et tu verras où eux, ils sont par rapport à leur vision du monde et leur manière d'arriver à la connaissance et c'est là où vous allez vraiment pouvoir décortiquer le truc. Pour moi, si tu sais vraiment pourquoi tu penses ce que tu penses, vraiment au niveau minutieux, quand tu entends quelqu'un qui est pas d'accord avec toi sur le même sujet, tu vois exactement enfin, tu vas voir exactement là où ça va coincer et donc tu pourras aller directement sur cet endroit-là et si tu peux être, suffisamment clair sur pourquoi est-ce que tu penses que toi enfin, pourquoi est-ce que tu penses ce que tu penses sur cet endroit-là, tu peux l'expliquer à l'autre personne. Hmm. Heu et si tu es très précis à mes yeux, ouais, tu parles pas avec quelqu'un qui a des problèmes, enfin variés on va dire, je sais pas, hem, ça va bien se passer quoi. Tu maximises tes chances de convaincre la personne. Ok. Heu, après il y a plein là on parle d'un subset de choses avec des gens qui sont convaincus par les arguments. Il y a aussi des situations où persuader c'est optimal, surtout si c'est un contexte politique ou un contexte, je sais pas, pour un politicien, il va pas vouloir convaincre chaque personne avec des facts and logic Hmm, tout le temps, hmm. ça marche pas comme ça. Il y a réellement une part importante de persuasion et qui est massive en fait et qui est d'ailleurs plus présente aujourd'hui que réellement le fait de convaincre dans un débat. C'est là où une audience, prend toute son importance parce que quand tu discutes d'un sujet idéologiquement chargé avec, une audience et la personne en face, si tu es extrêmement, heu, éloquent, que tu sais rigoler, te monter ton opposant en dérision, sa position en dérision, faire rire et cetera une audience et cetera, Hmm. ça va vraiment faire plus pour persuader beaucoup de gens, la plupart des gens, que juste l'argument finalement. Tout dépend de ton but là-dedans. Si le but c'est vraiment de faire ça, de convaincre la personne, convaincre, pas juste persuader. Vaut mieux avoir les voilà, tes faits bien alignés. Si ton but, c'est vraiment la joute et la persuasion, ce qui va aussi voilà, c'est aussi fun dans le débat, hein. Là, il faut travailler beaucoup son comment dire? Travailler si c'est possible, hein, son éloquence, le fait d'être à l'aise, en verbalement, en public, Ok. savoir en fait être sûr de soi et ses positions et enfin, savoir monter en dérision aussi l'adversaire là-dessus parce que c'est ça qui est très important, je trouve. C'est ce qui est souvent, remarqué dans les débats même politiques, si tu as une pique bien placée, un truc bien placé, les gens ils voient ça comme, la On a, position d'un gagnant et voilà, ils on disent que observe c'est bon. souvent la capacité à utiliser justement, j'ai oublié qu'on appelle ça, mais tu sais, les techniques de rhétorique pour attaquer la personne sur des choses qu'il n'a pas dites, mais qui semblent être dites. Des Stroman Enfin, et je sais plus comment t'appelles ça. monter ça, enfin faire un épouvantail de ce que la personne dit, Ouais, attaquer par exemple, l'épouvantail de ce l'épouvantail, qu'elle dit c'est réellement. une des méthodes qui permettent de décrédibiliser les arguments de Oui, quelqu'un, etc. oui, ça marche très bien. Effectivement. Ça marche très bien, c'est après le ce qui est très c'est plus compliqué de se défendre de choses comme ça que d'attaquer des choses comme ça. Malheureusement, c'est un peu comme tout, c'est comme les désinformations, c'est très facile de Hmm, faire une désinformation, c'est très compliqué de la corriger. hmm. Donc idéalement, c'est pas souhaitable de procéder comme ça, en général, mais voilà, c'est possible et il faut savoir le faire pour pouvoir, à mes yeux, s'en prémunir. Il faut savoir comment D'accord. ça marche de faire un strawman, de 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 mal représenter la position de quelqu'un d'autre, pour savoir quand ça vous arrive, heu, pour pouvoir s'en prémunir à mes yeux.
Parce que quelque chose comme ça, il faut directement le dire. Il faut directement, vraiment, le dire: ça c'est pas ma position». Mmh. C'est bien, hein, tu défends quelque chose, très avec beaucoup d'entrain et tout, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit, en fait. C'est Quand d'ailleurs tu ce fais une que phrase comme ça, ça aide, par exemple, un c'est peu. d'ailleurs ce que Peterson, fait souvent d'ailleurs, de démanteler Oui, l'homme de ça paille. fait C'est partie une de ses des manières de stratégies, fonctionner. effectivement, OK. Très bien. Ouais, Et moi, j'ai vu un peu en revue tout ce qui m'intéressait le plus dans ta OK. pensée. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter par rapport à ce qu'on a dit? Hem, J'ai peut-être non, pas juste un spécialement, axe hein. d'ouverture qui m'intéresse, Ouais, c'est le problème du débit d'information. C'est un ouais, sujet que j'ai déjà traité, mais dont le problème de l'analytisme, c'est que plus on est analytique, plus on est lent pour, pour ouais. décrire l'environnement. Et donc, la question, c'est quelle place à l'analytique dans une société qui va de plus en plus vite, sachant que... Ça a un rapport avec la précision à mes yeux. Vas-y. Ça a un rapport avec la précision, c'est que si tu veux être plus précis dans quelque chose, tu prends plus de temps, ça prend plus de temps d'élaborer, enfin, comment dire? Mhm. D'élaborer ce que tu vas dire. Construire, faire des contrôles. Hem et si tu es moins précis, tu peux dire des choses plus générales, plus catchy, ça va vite. De toute façon, enfin, on est dans un environnement où c'est comment dire? On a tendance à avoir besoin d'aller plus vite, Mhm. et donc on dit moins de choses, plus vite. Après le challenge justement, c'est enfin, pour moi, ce qui Mhm. résout les 2, le challenge là-dessus, c'est la synthétique, enfin, être synthétique dans ce qu'on dit. Mhm. Réussir à dire vite, bien, Mhm. ce qu'on pense, quoi. Ok. Après il y a un point, c'est pas réducible, toutes les informations sont pas réducibles avec la synthétique infiniment, quoi. Il faut faire gaffe aussi à mais bon. Bah, on perd tout le temps de l'information, même s'il y a de l'information inutile, on perd Ouais. ce qui est... Enfin, en fait, il peut y avoir de l'information dérivée qui ne sert pas le propos, mais qui est quand même de l'information et qu'on va perdre dans la synthétique, ça c'est certain. Oui, après il y a beaucoup de gens qui pourraient m'épargner les informations complémentaires qu'ils ont à me donner quand ils sont pas synthétiques, hein. Oui, C'est ok, clair, hein. oui. Je trouve que les gens sont plutôt pas assez synthétiques en général D'accord. et après ça dépend. Si c'est une discussion d'académiciens, dans un environnement scientifique, et c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment, Oui. voilà, avec tout le respect. V Voilà, le synthétique a ses limites, il vaut mieux avoir tout le contexte de l'information et cetera, mais Mhm. généralement dans ces environnements-là, c'est pas synthétique, c'est qu'il y a de l'information supplémentaire. Pour moi, synthétique, c'est ne pas mettre du superflu en plus, des choses qui il y a beaucoup de gens qui parlent tout le temps pour en disant pas beaucoup de choses, heu et c'est pas possible, quoi. Enfin, D'accord, ok. après il y a bon, si c'est un exemple de TikTok tout ça, si c'est voir, TikTok comment la vitesse à laquelle ça va, aux différents contenus extrêmement rapides, ça en effet oui, on vend des petites pilules d'idéologie, des petites, capsules, parfois, aux gens sans qu'ils comprennent pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Ils regardent ça plein de fois de suite et ils voient des informations toujours répétées comme ça. Ils se convainquent de choses sans réellement, enfin, ils se persuadent de choses sans réellement les avoir comprises. Mhm. Ça, c'est pas souhaitable en effet, oui. C'est Ok, ok, très bien. Non, moi, je pense que c'est un peu l'ouverture pour terminer le débat, enfin la discussion. ouais, bah, c'était fun, hein. Ouais, bah, merci à toi, merci beaucoup de nous avoir donné ton avis sur ce sujet. Et Pas puis, de bah, souci. j'espère que peut-être on aura l'occasion de reparler de d'autres sujets par la suite, Ouais, avec grand plaisir. ça me va. Hop.